Comme je le disais, les réserves, c'est pour un prix, mais en fait, les réserves sont assez peu sensibles au prix parce que beaucoup d'exploitations de pétrole conventionnel sont rentables, en gros, quel que soit le prix du baril. Vous avez ici les coûts techniques d'extraction. Je dis bien les coûts techniques d'extraction du baril dans un certain nombre de pays dans le monde. Alors, ce que vous voyez, c'est que une bonne partie du pétrole sort entre 5 et 10 dollars le baril de coûts techniques d'extraction. Alors vous allez me dire, où passent les 80 si ça coûte 10 d'en sortir un de terre? Eh bien, ça passe essentiellement en rente, c'est-à-dire en impôts, taxes et marges d'intermédiaire. Alors les marges d'intermédiaire, ce n'est pas le plus important. Vous avez une bonne partie du prix du baril qui sont des taxes payées aux pays producteurs. Quand vous exploitez du pétrole, vous avez en général un accord de partage entre la compagnie qui exploite et le pays qui détient le pétrole. C'est-à-dire que Total va en Irak, Total négocie avec les Irakiens pour pouvoir avoir le droit, ça s'appelle un permis d'exploitation, pour avoir le droit d'exploiter du pétrole qui se trouve là-bas, et les Irakiens disent à Total, ok, on est bien d'accord, ça va sortir à 10 dollars le baril, eh bien, quand vous sortez un baril, moi je vous en donne 12 et le reste est pour moi. Voilà, ça s'appelle un accord de partage. Ou bien, vous le sortez, vous le vendez, et quel que soit le prix du baril, vous m'en donnez les 2/3, et vous vous démerdez pour gagner de l'argent sur ce qui reste. Ou, voilà, ce genre de truc s'appelle un accord de partage, et donc l'essentiel du prix du baril sur le marché part dans les pays producteurs. Et après, évidemment, à la pompe, il y a encore un supplément de prix qui part dans les poches du pays consommateur. Vous avez une différence fondamentale en ce qui concerne le pétrole dit conventionnel et le pétrole dit de Rochemer dans la structure des coûts. Dans un gisement de pétrole conventionnel, donc vous avez une roche poreuse qui contient du pétrole. L'essentiel des coûts a lieu avant que le premier baril de pétrole ne sorte. Vous avez d'abord des coûts d'exploration, c'est-à-dire vous vous baladez avec vos avions renifleurs un peu partout là, et pour regarder s'il n'y aurait pas du pétrole. Alors en l'occurrence, ce n'est pas des avions renifleurs, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de la sismique, donc ça fonctionne avec des ondes sonores, plus tout un tas, plus les forages, etc. Et puis si vous vous dites, là, je sais qu'il y a du pétrole et qu'il va sortir, vous devez construire vos infrastructures d'exploitation. Vos infrastructures d'exploitation, c'est des engins qui coûtent cher, surtout maintenant que le nouveau pétrole accessible, c'est en général dans des zones dans lesquelles c'est compliqué. C'est en montagne, au fond de la jungle, avec 3000 mètres d'eau sous terre, sous les pieds, dans la zone arctique, etc. Donc vous allez construire quelque chose qui vaut très cher, une plateforme d'extraction, à terre ou en mer, et derrière, votre pétrole va sortir. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'anecdote de Kashagan. Non, je n'ai pas raconté l'anecdote de Kashagan. Alors l'anecdote de Kashagan, c'est un gisement de pétrole qui se situe au nord de la mer Caspienne et pour lequel le budget initial de développement, c'est-à-dire d'installation des infrastructures de production, c'était 5 milliards de dollars et ça s'est terminé à 50. Donc ils ont fait x10 sur le développement des... Voilà, parce qu'il faut faire des trucs qui sont extrêmement compliqués, si ça gèle l'hiver, bref. Donc, dans ce genre de gisement conventionnel, une fois que vous avez construit les infrastructures de production, derrière, vous avez des coûts d'exploitation qui sont raisonnablement modestes, ce que vous voyez là. Donc, tout ça, c'est les coûts en capitaux de départ. Ça, c'est les coûts d'exploitation derrière. Et ça, c'est le profil de production. En ce qui concerne le pétrole de Rochemer, je vais vous montrer dans pas longtemps, j'aurais dû commencer par ça, mais peu importe, le profil de production d'un puits, c'est quasi un Dirac. C'est-à-dire qu'après que le puits soit mis en production, il vous faut 1 mois pour qu'il monte au maximum de production. Et 1 an après avoir été mis en production, il est retombé à 50 à 20% de son niveau initial. Donc c'est vraiment un truc où ça décline extrêmement vite après avoir été mis en production. Du coup, pour conserver un approvisionnement constant en provenance d'un champ, il faut rajouter des puits en permanence. Et donc le puits, la plateforme, n'est plus devenu un élément de capital, c'est presque devenu un élément de charge courante. C'est-à-dire que quand vous exploitez un champ de pétrole ou de gaz de Rochemer, le puits, c'est inconsommable. Vous n'avez pas un puits comme une infrastructure, comme une plateforme offshore à quelques milliards de dollars. Un puits, ça vaut quelques millions de dollars, puis vous en rajoutez en permanence pour garantir le volume qui sort de votre champ. Et alors ça vous montre ce que vous avez ici, hein. C'est qu'en gros, ce qui était des investissements pour un champ de pétrole conventionnel
devient quelque part des charges courantes pour des gens qui exploitent du pétrole de roche-mère. Et ici, vous avez le profil de production correspondant. Et dès que vous vous arrêtez de rajouter des puits en permanence, eh bien vous suivez exactement la même chose que le déclin ici, avec quelques charges d'exploitation résiduelles. À cause de cette particularité du pétrole et du gaz de roche-mère, eh bien, vous avez cette bizarrerie aux États-Unis, et qui est un truc que j'ai toujours pas bien compris, donc je vous livre le résultat brut, mais je ne suis pas capable toujours de vous livrer l'explication, qui est que depuis 2012, en moyenne, si vous prenez l'ensemble des exploitants, eh bien, les exploitants de pétrole et de gaz de roche-mère aux États-Unis perdent de l'argent. Depuis 2012. Ils perdent de l'argent. C'est-à-dire que chaque année, l'argent qu'ils doivent décaisser pour payer les gens qui vont faire les puits, c'est plus que l'argent qu'ils vont gagner avec le pétrole qui sort des puits. Alors maintenant, ils doivent également payer non seulement les gens qui font les puits, mais également la dette croissante qu'ils ont contractée pour survivre à l'époque où ils ont commencé à faire les puits. Donc en gros, au moment où ils commencent à faire les puits, le pétrole est cher, hein, il est à plus de 100 $ le baril, du coup ils s'endettent avec des taux d'intérêt élevés, et maintenant où le pétrole, et maintenant où les coûts d'exploitation ont quand même baissé, en fait ils ont une telle quantité d'intérêt à payer qu'ils ne gagnent toujours pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils arriveraient à gagner de l'argent s'ils n'avaient plus de dette, mais ils ont tellement de dettes qu'ils n'arrivent pas à gagner d'argent non plus. Voilà, donc il y a une bizarrerie dans le pétrole de roche-mère aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je surveille d'assez près ce qui est en train de s'y passer, parce que mon sentiment, c'est que s'il y a une bizarrerie financière dans ce secteur-là, il pourrait y avoir un arrêt assez rapide de la croissance de la production de pétrole dans ce secteur, et il se trouve que c'est le seul endroit au monde, avec l'Irak, où la production de pétrole continue à croître. Donc ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis dans le pétrole de roche-mère conditionne l'évolution de la production mondiale de pétrole, et vous allez voir dans pas longtemps que ça conditionne un tout petit peu l'économie mondiale. Alors, revenons à ce que je disais. Vous avez donc un endroit où on pense qu'il y a du pétrole, et selon le fait que vous mettez les paramètres dimensionnants, oui. Le fait qu'ils perdent de l'argent, ça n'a pas un rapport avec une décision aussi politique des pays de l'OPEP qui ont fait chuter le prix des barils. Alors, si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée, je vous ai dit, moi, j'ai pas la réponse. La décision politique des pays de l'OPEP, il n'y a que les gens qui couchent avec les décideurs de l'OPEP qui l'ont vraiment, et encore. Méfiez-vous beaucoup de ce qu'il y a dans le journal, parce que dans le journal, il y a de la théorie du complot à tous les étages. Moi, je pense que pour avoir une réponse à ce genre de questions, il faut avoir fréquenté les décideurs en question pendant 10 ans, les avoir un peu saoulés entre la poire et le fromage, avoir recueilli leur confidence et avoir fini par arriver à un tout cohérent. Tant qu'on n'en est pas là, il faut être hyper prudent sur la façon dont on pense que les choses se passent. Non, mais très honnêtement. Hein. Je peux vous dire qu'il y a au moins un cas de figure dans lequel l'OPEP a raconté des choses dont je savais pertinemment qu'elles étaient fausses. C'est au moment du choc pétrolier de 2005 à 2008, où l'OPEP n'arrêtait pas de dire le marché est suffisamment approvisionné, il n'y a pas de raison d'en rajouter, alors que les prix étaient en train de s'envoler, et les gens de l'OPEP savaient très bien que derrière, il y allait y avoir des variations un peu désagréables. Et personnellement, je sais très bien qu'à l'époque, ils pouvaient tout simplement plus ouvrir les robinets. Il n'y avait pas de robinet à ouvrir. C'est-à-dire que les capacités inemployées de production étaient au taquet, quoi, je veux dire, il n'y en avait plus. Donc, ils se cachaient derrière le fait de dire le marché est suffisamment approvisionné. Et les journaux de répéter le marché est suffisamment approvisionné. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des dirigeants de l'OPEP en ce moment. En plus, c'est plein de pays et c'est pas sûr que dans toutes les têtes de tous les dirigeants, il y a exactement la même chose. Donc, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'ils perdent de l'argent. Et que du coup, c'est un équilibre instable. Voilà, ça je sais. J'en reviens à ce que je disais. Donc, en ce qui concerne mes réserves, vous avez une approche probabiliste quand vous dimensionnez vos réserves. Donc, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Si vous mettez tous les paramètres dimensionnants au plus conservateur, vous avez ce qu'on appelle les réserves prouvées. Si vous mettez tous les paramètres dimensionnants à la valeur que vous estimez la plus probable, vous avez les réserves ultimes. Si vous mettez tous les paramètres dimensionnants à la valeur la plus optimiste possible, vous avez ce qu'on appelle des réserves 3P, mais vous avez à peu près autant de chances d'avoir ça que de gagner au loto. Enfin, un peu plus quand même d'avoir ça, mais pas beaucoup plus.
Je n'ai pas réactualisé ce graphique qui traîne depuis de nombreuses années. Il est juste pour dire qu'en ce qui concerne le pétrole et le gaz, la quantité totale de pétrole et de gaz extractibles de terre dans les gisements dits conventionnels, donc là je ne parle pas des roches-mères, est à peu près connue aujourd'hui, c'est-à-dire que le reste à découvrir, et vous verrez plus tard qu'on ne découvre pas grand-chose, le reste à découvrir dans ce domaine-là, aujourd'hui, est considéré comme étant très faible. Donc le pétrole et le gaz extractifs sur Terre, aujourd'hui, ne rentrent que dans deux catégories pour l'essentiel, ce qu'on a déjà extrait, on est sûr que c'est extractible, et ce qu'on n'a pas encore extrait, mais qui est contenu dans des endroits qui sont déjà localisés, évalués, quantifiés, etc. Hein, c'est dans l'un ou dans l'autre. Quelque chose que alors que pour le charbon, pardon, c'est pas du tout le cas. Pour le charbon, il y a une beaucoup plus grosse incertitude sur ce qui pourrait être contenu dans des endroits qui ne sont pas aujourd'hui dans les réserves. Rappelez-vous que la chasse au pétrole ressemble à la chasse aux œufs de Pâques, pour ceux d'entre vous qui en ont déjà cherché dans leur jardin. Quand vous cherchez les œufs de Pâques, en général, vous allez trouver en premier les plus gros et les moins bien planqués. Eh bien, le pétrole, c'est pareil. Quand vous cherchez du pétrole, vous trouvez en premier les plus gros et les moins bien planqués. Ce qui veut dire qu'avec le temps, il vous reste à trouver les plus petits et les mieux planqués, c'est-à-dire là où il n'y a pas grand-chose, ou bien s'ils sont gros, ils sont extrêmement bien planqués, et s'ils sont extrêmement bien planqués, ça veut dire qu'en termes de coût d'exploitation, ça va être cher. Oui. Ah, alors les réserves de charbon, j'y viendrai à la fin de cette présentation, vous verrez où se trouve le charbon. Là, ce que vous avez, donc en rouge, vous avez le charbon déjà consommé, en jaune, vous avez les réserves, qui sont déclarées exactement sur le même principe que les réserves pétrolières normalement. C'est-à-dire c'est dans des trucs déjà en exploitation, est-ce que vous êtes sûr de sortir à prix et technique constant. Le reste, eh bien, c'est la barre d'erreur, on va dire, donc ça peut être n'importe où entre là et là. Le reste, c'est le charbon qui n'est pas dans les réserves, et donc dont diverses sources pensent que ça pourrait être extrait si on avait envie de le faire. Et vous avez des chiffres qui ne sont pas du tout concordants, donc vous avez une très très grosse barre d'erreur sur ce qui reste en dehors des réserves. En ce qui concerne le pétrole et le gaz conventionnel, vous avez ici un histogramme qui vous donne l'historique des découvertes dans le monde depuis le début du XXe siècle. Ce que vous voyez sur cet histogramme, de manière manifeste, c'est que depuis, en gros, l'année de ma naissance, donc vous n'existiez même pas, à peine sous forme d'ovocytes, eh bien, les découvertes de pétrole et de gaz ont décliné. Donc les découvertes de pétrole et de gaz contenues dans des gisements dits conventionnels, hein, des roches poreuses imprégnées, pas des roches-mères, déclinent depuis maintenant plus de 50 ans. C'est une autre façon de dire que vous avez une tendance lourde qui est à l'œuvre et que la probabilité que demain matin on découvre un énorme œuf de Pâques dont on n'avait vraiment pas idée jusqu'à maintenant, vaut mieux pas trop compter dessus. Voilà un autre graphique qui vous dit exactement la même chose, et voilà encore un autre graphique qui vous dit exactement la même chose. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à partir de ces découvertes, si au moment où vous découvrez, vous avez correctement évalué la quantité de pétrole extractible, il sortira effectivement ce que vous pensez avoir découvert, parce qu'en général, les découvertes se comptent en pétrole extractible le plus probable, donc en 2P. Hein. Si vous n'avez pas eu de chance, il en sortira de ça, et si vous avez beaucoup de chance, il en sortira ça. Les régions du monde étant de mieux en mieux connues au fur et à mesure qu'elles sont de plus en plus explorées, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est le cumul des découvertes en ordonnée, en fonction du cumul des puits d'exploration qui ont été forés. Et ce que vous voyez, c'est que toutes ces courbes ont une asymptote horizontale. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez tout découvert, vous pouvez bien rajouter des puits vous pouvez bien rajouter des puits d'exploration, il n'y a plus rien à découvrir, donc vous ne découvrez rien. Hein. Et vous voyez également que la découverte marginale tend à s'amenuiser au cours du temps.
Là, vous avez un zoom sur le Moyen-Orient, parce que sur la courbe précédente, vous pouvez avoir l'impression que ça continue à monter en flèche. En fait, si vous dézoomez, ça donne ça. Il se trouve que le Moyen-Orient, c'est un endroit où on a découvert des champs super géants, dont le plus grand champ jamais découvert au monde, Ghawar, qui fait 100 milliards de barils à sa découverte. 100 milliards de barils, c'est 3 ans de consommation actuelle. Hein. Donc c'est quand même un bon gros champ. Donc le Moyen-Orient, c'est exactement comme le reste. Donc il y a probablement encore des trucs à découvrir si on cherche, à supposer qu'on doive chercher à cause du climat, mais on a découvert l'essentiel. Ce que vous voyez également sur ce graphique, c'est que l'envie de chercher est très corrélée au prix du pétrole. Donc vous avez ici la quantité d'argent qu'on a investi dans les découvertes. Je dis bien dans les découvertes, dans le budget d'exploration. Et ici, vous avez le prix du baril en noir. Donc vous voyez qu'au moment où le prix du baril monte, on cherche avec plus de frénésie. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on trouve plus, puisque vous avez vu sur les courbes d'avant que les découvertes avaient tendance à diminuer avec le temps. Donc la raison pour laquelle les découvertes baissent, c'est pas parce que ces feignants de pétroliers, embauchant des feignants d'ingénieurs des mines, ont arrêté de chercher et ne trouvent plus rien. C'est juste parce qu'à un moment, vous avez trouvé tous les autres packs dans le jardin, et donc vous pouvez chercher avec frénésie, vous ne trouverez rien. Hein. Et vous avez ici quelque chose qui vous dit, à peu près la même chose, un graphique qui vous dit à peu près la même chose. Vous avez en rouge, pour ce qu'on appelle les majors, qui sont en fait les compagnies internationales cotées, les dépenses d'exploration, et en vert, la production de ces mêmes sociétés. Et donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'elles ont investi plus que la production a suivi. En fait, elles ont surtout investi pour essayer de limiter le déclin. Hein, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Par ailleurs, les puits d'exploration ont tendance à valoir de plus en plus cher. Oui. J'avais une question. Vous parlez du prix, quand il y a le prix baril qui monte, il y a plus de recherche, plus d'exploration. Oui. Il y aurait pas, c'est uniquement lié au prix, mais on ne peut pas dire qu'avec le temps qui passe, on a de moins en moins de réserves et donc on a besoin de plus en plus d'explorer. Ça, c'est une partie de la réponse, mais pas que. Une autre partie de la réponse, c'est que quand le prix monte, vous vous dites, si j'arrive à trouver quelque chose, ça a encore plus de valeur qu'avant. Et donc les deux effets conjugués, qui sont à la fois la hausse du prix, qui elle-même a été déclenchée par une insuffisance d'offre. Donc la hausse du prix est déclenchée par une insuffisance d'offre, donc vous avez deux éléments effectivement qui vous poussent. L'insuffisance d'offre vous dit quand même si je trouvais un truc ça serait bien parce que l'offre je pourrais l'augmenter. Et par ailleurs, comme ça vaut cher, si je trouve quelque chose, c'est tout bénef, et donc vous allez chercher des trucs qui sont un peu plus marginaux que si le prix est bas. Si le prix est bas, vous vous dites c'est même pas la peine que je cherche parce que de toute façon si je trouve quelque chose, ça coûtera plus cher à exploiter que le bénéfice que je vais en retirer. Et à chaque fois que le prix monte, vous avez des franges marginales qui deviennent potentiellement intéressantes et vous dites si j'arrive à trouver quelque chose là, éventuellement ça vaut le coup. Donc vous augmentez les budgets d'exploration. Oui. Et la semaine chute du prix du pétrole, elle jamais. Pardon ? La semaine chute du prix du pétrole, elle jamais. Alors vous avez dans le prix du pétrole un phénomène d'oscillation qui est lié au fait que le cycle de développement d'un projet et le cycle de réponse du consommateur ne sont pas accordés, vous avez un décalage de phase. Et donc ce décalage de phase vous induit à une oscillation du prix du pétrole. Dit autrement, alors comme c'est une oscillation, il n'y a pas de début et pas de fin, donc je prends l'histoire à un moment donné. À un moment donné, le prix est ce qu'il est, la consommation est ce qu'elle est. Vous avez une consommation qui a envie d'augmenter un peu. À ce moment, le prix augmente. À ce moment, les pétroliers se disent, comme le prix augmente, eh bien, je vais investir un peu plus pour augmenter l'offre. À ce moment, l'offre augmente un peu. Mais comme elle augmente pas tout de suite, le prix du pétrole continue d'augmenter. Sauf qu'à ce moment, le consommateur se dit, bon, ça commence vraiment à valoir cher cette affaire, je vais faire un peu attention. Donc, la hausse de la demande se modère, voire la demande baisse un peu. Et au moment où les nouveaux projets arrivent sur le marché, à ce moment, vous avez une offre qui devient un peu surabondante. À ce moment, le prix se casse la gueule. À ce moment, les pétroliers s'arrêtent d'investir. À ce moment, ça resserre l'offre. Mais comme le prix se casse la gueule, le consommateur se dit « miam miam, je vais en consommer un peu plus ». Voilà. Et donc, les deux phénomènes oscillent
en opposition de phase ou en décalage de phase. Alors ça ne vous dit pas quel est le volume, cette histoire. Par contre, ça vous dit que livré à lui-même, le prix oscille, j'ai envie de dire, au rythme de réponse du consommateur et au rythme de développement des nouveaux projets. Alors dans le shale oil, comme la réponse est beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, forêt un puits, ça va très vite, le phénomène shale oil va probablement raccourcir la longueur d'onde de l'oscillation. D'accord ? C'est mon pari, en tout cas. Donc ça, c'est pas une certitude, mais en tout cas, c'est une hypothèse que je suis raisonnablement prêt à prendre comme hypothèse de travail. Donc ici, vous avez le coût d'un puits d'exploration et vous voyez que c'est quelque chose qui a tendance à augmenter avec la difficulté du terrain dans lequel vous avez besoin d'aller regarder. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, vous avez donc des réserves, et ces réserves sont déclarées à la fois par des compagnies et à la fois par des pays. La raison pour laquelle les compagnies déclarent les réserves quand elles les déclarent, ce qui concerne à peu près 10% des opérateurs pétroliers dans le monde, c'est en général parce qu'elles sont cotées en bourse. À ce moment, vous avez une obligation de communiquer le montant de vos réserves prouvées, notamment au titre de la régulation américaine de la Securities and Exchange Commission. Quand vous êtes un pays, notamment de l'OPEP, la communication de vos réserves sert à arbitrer les quotas de production entre pays de l'OPEP. Donc il y a un indicateur comment dire, cette donnée a une importance assez forte pour les pays de l'OPEP parce que c'est avec les réserves prouvées que vous vous répartissez les quotas de production. Et autrement, si l'OPEP dit je vais produire tant au total, c'est au prorata des réserves de chacun. Oui. Les réserves prouvées de chaque pays, est-ce que c'est le pays qui produit dessus ? Enfin, il y a aucune autre entité qui peut... Alors là, en général, quand il s'agit des pays, tu as un pays type Argentine, en fait, c'est les réserves des opérateurs internationaux opérant en Argentine qui publient leurs réserves et qui sont agrégés pour faire les réserves de l'Argentine. C'est comme ça que ça marche. Mais quand je vais vous montrer les réserves saoudiennes, c'est pas comme ça que ça marche, c'est l'État saoudien qui publie les réserves. Vous allez voir. Ça vient. Vous verrez. Alors, dans un... Oui. Je n'ai pas compris, c'est quoi les quotas dont vous parlez entre les pays d'OPEP ? Alors, l'OPEP, c'est une organisation qui a été créée pour cartéliser la production de pétrole. Donc, c'est un cartel qui a été créé et qui sert à limiter délibérément la quantité de pétrole disponible sur le marché en s'attribuant des quotas de production. C'est-à-dire que l'OPEP dit, ben voilà, pour les 3 années qui viennent, ou pour l'année qui vient, ou pour les 2 années qui viennent, on va produire tant et pas plus. C'est un quota, c'est une limitation. Et l'OPEP a fait ça, historiquement, pour stabiliser les cours du pétrole. Ce qui, du reste, a très bien marché, puisque le prix du pétrole, je vous l'ai montré au dernier cours, pendant un siècle, entre 1870 et 1970, n'a pas varié à 20 $ constants le baril. C'est les dollars de l'époque, ça a varié, mais en dollars constants, c'est resté à 20. Bon. Donc c'est ça l'OPEP. Donc c'est essentiellement des pays du Moyen-Orient, plus il doit y avoir le Venezuela dedans. Enfin bon, c'est des pays exportateurs. OPEP, ça veut dire Organisation des pays exportateurs de pétrole. D'accord. Et en anglais, ça se dit OPEC, ce qui, si ma mémoire est bonne, signifie Oil Producers Exporting Countries. Donc c'est... Alors, j'en reviens à réserve. Donc je vous ai dit tout à l'heure, les réserves prouvées diminuent avec le temps, toutes choses égales par ailleurs, augmentent avec les découvertes, augmentent avec les réévaluations, etc. Ce qui veut dire que quand vous regardez les réserves d'une zone, il n'y a pas de raison particulière, sauf coup de chance une année, qu'elles soient constantes d'une année sur l'autre. Donc, une évolution normale des réserves d'un pays, ça ressemble à ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc là, on peut supposer qu'il y a eu une découverte. Là, il y a eu 2 ans d'exploitation sans rien. Là, il y a de l'exploitation sans rien. Là, il y a une découverte, mais petite. Là, il y a de l'exploitation sans rien. Ou on a éventuellement déclassé même une réserve, etc. Là, on découvre des tas de trucs malgré l'exploitation, etc. D'accord ? C'est ça, l'histoire normale des réserves, c'est que ça monte et ça descend. Alors voilà un pays où ça monte et ça descend. Bon, on n'a rien à dire, à part que le fait que ça monte et ça descend. Voilà un autre pays où ça monte et ça descend, donc on se dit bon très bien, ça monte et ça descend. Voilà la Norvège, donc c'est monté très vite après les chocs pétroliers parce que la mer du Nord a été mise en production dans les années 70.
Et puis, à un moment, ça passe un maximum, puis ça descend. Là, le prix très élevé du pétrole des dernières années a relancé de l'exploration, a conduit les Norvégiens à mettre en œuvre des techniques de récupération assistée qui font qu'on augmente un peu le volume qu'on considère qu'on va récupérer. Voilà un pays qui a aussi une évolution normale, j'ai envie de dire, malheureusement pour lui, qui est le Royaume-Uni. Voilà un pays dans lequel on augmente parce qu'on n'arrête pas de découvrir, puis ça diminue, etc. Voilà les États-Unis, donc ça c'est l'apparition Shell Oil. Et puis voilà un premier pays du Moyen-Orient. Non, ça pardon, c'est les Russes. Enfin, c'est l'ancienne URSS. Alors ça, c'est déjà un peu plus bizarre. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Bon. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Bon, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Alors, les pays de l'ancienne Union soviétique sont des pays, hein, c'est ça que ça veut dire, CIS, hein, c'est l'ancienne Union soviétique, sont des pays dans lesquels, en particulier la Russie, vous n'avez pas accès commodément à des chiffres sur les réserves. Donc voilà, donc vous avez accès à ce qu'ils vous disent, et puis ça s'arrête à peu près là. Voilà le Venezuela. Ah, vous dites, putain, le Venezuela, ça devrait aller super bien. Ils sont assis sur un tas d'or. Donc qu'est-ce qui se passe ? Bon. Alors en fait, il se passe que le pétrole qui conduit à l'extraordinaire augmentation des réserves ici, c'est un pétrole particulier, extra lourd, qui ressemble à du miel, et qui se situe dans le bassin d'un fleuve qui s'appelle l'Orénoque. Donc c'est un pétrole qui ne s'exploite pas avec des techniques classiques. En fait, il faut le chauffer pour qu'il devienne suffisamment fluide pour qu'il remonte par les puits. Ça demande une dépense d'énergie sur place et surtout des infrastructures qui sont très capitalistiques, qui ne sont pas mises en œuvre à large échelle aujourd'hui. Dit autrement, alors que le Venezuela est en train, vous allez le voir dans pas longtemps, de vider ses baignoires de pétrole conventionnel, ils ont trouvé une énorme baignoire d'un truc qui, lui, va se vider beaucoup plus difficilement. Et ils disent, c'est pas grave, les deux se valent, donc je réévalue mes réserves en rajoutant la baignoire qui va être très difficile à vider, mais qui est très grosse. Hein ? Donc là, se pose la question de savoir si ça, c'est orthodoxe. Dit autrement, si vous avez un énorme héritage dont le testament dit que vous ne pourrez dépenser qu'1 euro par jour, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça vaut effectivement tout l'argent que vous avez sur le compte en banque ? Ou est-ce que vous dites non, raisonnablement, tout ce que je compte, c'est 1 euro par jour d'ici à ce que je meure, donc 365 x 60, et on s'arrête là. Hein ? Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt la deuxième option que j'ai envie de prendre. Et les Vénézuéliens disent non, s'il y a 1 milliard sur le compte en banque, même si je peux dépenser qu'1 euro par jour, je compte 1 milliard. Enfin, vous voyez que c'est une affaire de convention. Donc la convention choisie vous pousse ça vers des sommets, on aurait très bien pu ne pas pousser ça vers des sommets. Alors voilà maintenant un des premiers pays du Moyen-Orient, en l'occurrence l'Iran. Alors vous voyez ici quelques marches d'escalier. Vous voyez que les réserves de ce pays, qui sont pourtant exploitées depuis des dizaines d'années, ne font que croître et embellir. Donc c'est quand même génial ce truc-là. Harry Potter ferait pas mieux. Vous avez du pétrole sous terre, vous en faites sortir une partie, on vous dit combien il te reste à la fin de l'année, plus. Ah. Et à la fin de l'année prochaine, plus. Ah bon ? Et à la fin de l'année prochaine, encore plus. Bon. Alors vous pourriez vous dire, est-ce qu'il y a eu des découvertes ? La réponse, non. Les découvertes majeures dans ce pays sont toutes très anciennes. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là ? Eh bien, il s'est passé qu'à cette époque, l'OPEP existe déjà, et vous avez ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier. Donc vous vous rappelez, dans les années 70, le prix du baril explose. Dans les années 80, il se casse la gueule. Le prix du baril se cassant la figure, les recettes à l'exportation des pays pétroliers se cassent la figure aussi. Un jour, on avait demandé au ministre du pétrole d'Arabie Saoudite quel était le bon prix du baril. Et il avait répondu, c'est le prix qui équilibre le budget de l'Arabie Saoudite. Bon, c'est pas une blague. Dans ces pays, les recettes à l'exportation liées au pétrole constituent une part dominante, voire massive, des recettes budgétaires. Donc, vous avez le contre-choc et le prix du baril qui est divisé par 3. Donc, à ce moment, vous avez vos recettes budgétaires qui sont divisées, enfin, les recettes à l'exportation sont divisées par 3. À ce moment, vous avez un trick qui marche très bien pour que ça augmente. Vous dites, ah, mais en fait, j'ai plus de réserves que ce que j'avais dit. Et comme les quotas de production sont au prorata des réserves, instantanément, vous vous retrouvez avec le droit de produire plus
et donc de gagner plus, comme aurait dit un président passé. C'est exactement ce que fait l'Iran à ce moment-là. Donc, crac, j'augmente mes réserves. Alors ça, j'ai plus l'histoire en tête, je sais plus quoi. Puis après, vous voyez, quelle que soit la quantité de pétrole qui sort de terre, de toute façon, c'est toujours la même chose. En voilà un autre. Voilà, c'est pareil. Alors, même histoire, même punition. Au même moment, il fait exactement la même chose. Et puis après, vous voyez, c'est des trucs qui sont totalement flat pendant des années et des années. Donc, si on croit la manière dont on définit les réserves, ça veut dire que dans ces pays-là disent la manière dont j'ai réévalué mes réserves avec mes découvertes, mes réévaluations, etc., c'est très exactement la quantité de pétrole qui est sortie de mes champs l'année dernière. Alors, une année, je veux bien, mais enfin, 6 ou 7 années de suite, ça commence à devenir plus bizarre. Après, voici la Libye. Alors voilà, c'est exactement pareil. Ici, c'est complètement flat. Et alors surtout, regardez, vous voyez, la totalité des réserves atteint aujourd'hui 50 milliards de barils, alors que là, on était à 20. Et sachant que dans l'intervalle, on en a fait sortir 17. Et qu'il n'y a pas eu de découverte majeure dans le pays. Bon. Est-ce que ce truc-là, c'est du vent? Dit autrement, est-ce que c'est du flanc politique total? Et par ailleurs, la production de la Libye aujourd'hui est basse, et même très basse, je ne sais plus si je l'ai dans les graphiques derrière, ou est-ce que ça vaut quelque chose? Et puis alors là, on commence à arriver dans le grandiose. Voilà. Ça, c'est les Émirats arabes unis. Alors vous voyez, effet du contre-choc pétrolier, voilà. Et là, ça reste stable, vous voyez, donc on est resté stable à 100 milliards de barils, alors que dans le même temps, on en a fait sortir 30 de terre, et qu'il n'y a pas eu de découverte majeure. Bon. Qu'est-ce que ça vaut, un truc comme ça? Bon. Même motif, même punition, l'Arabie Saoudite, et vous voyez, ils sont à 250, alors que constant, alors que dans l'intervalle, ils en ont fait sortir 110. Bon. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'en ce qui concerne les pays du Moyen-Orient, à part éventuellement le patron de la compagnie pétrolière, et encore, c'est pas sûr, parce que c'est ces ingénieurs terrain qui ont l'information primaire, hein, c'est le mec qui se balade sur le terrain et qui sait combien il reste de pétrole puits par puits. Hein. Donc, à part le patron de la compagnie pétrolière, et encore, c'est pas sûr, je pense qu'à peu près personne ne sait ce qui reste exactement. Hein. Vous avez un ancien numéro 2 de la compagnie nationale saoudienne a dit un jour dans un colloque, un truc qui est totalement passé sous le radar dans la grande presse, il a dit « Moi, je pense qu'il y a 300 milliards de barils au Moyen-Orient qui n'existent pas, dans les chiffres qui sont publiés. C'est-à-dire, en gros, la totalité des réserves saoudiennes. » Voilà, il dit « Moi, je pense que ça n'existe pas. » Il y avait une question là. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'organisation internationale qui régule ça? Parce que de quel droit, depuis le traité de Westphalie qui rend les États souverains, vous acceptez que quelqu'un vienne mettre son nez dans vos affaires? Si vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas. De même que vous n'avez strictement aucun opérateur international qui vient mettre son nez dans le sous-sol français en disant je vais dire mieux que le BRGM ce qu'il y a dans le sous-sol français. Voilà, il n'y a pas ça. Oui? Quel est l'intérêt pour un pays de mentir sur ses réserves? Je l'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne les pays de l'OPEP, vous n'avez pas entendu. Pour une fois, vous demanderez à vos copains. Les États-Unis, je n'ai pas dit qu'ils mentaient sur leurs réserves. C'est tout à fait stable. Non, pas les États-Unis. Non, vous regarderez le support. Non, pas les États-Unis. Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure que certains pays ou autres publiaient l'état de réserve parce qu'ils étaient cotés en bourse? Non. Alors, ceux qui publient, les entités qui publient leurs réserves parce qu'elles sont cotées en bourse, à l'évidence, ce n'est pas les pays. Les entités qui publient leurs réserves parce qu'elles sont cotées en bourse, c'est les opérateurs pétroliers internationaux. Donc les Exxon, Mobil, Shell, etc. Et du coup, c'est de là que vous déduisez les productions type production chimique? Non, alors les productions que je vous rapporte là ne viennent pas des réserves. Là, les réserves que je vous rapporte là sont soit celles publiées par les pays quand ils sont membres de l'OPEP, donc par exemple l'Arabie Saoudite, soit celles qui sont l'agrégat des réserves prouvées, déclarées par les opérateurs internationaux présents dans les pays quand il s'agit de pays ouverts normaux. Parce que vous avez toujours un opérateur international qui traîne dans le coin, qui participe à l'exploitation du champ. Souvent, les champs sont opérés par plusieurs opérateurs qui s'unissent entre eux. Et donc, à ce moment, il y en a au moins un qui est obligé de dire « dans tel champ, là, il y a tant de réserves, et du reste, ma part étant de 12%, dans mes comptes, je compte tant ». Et à ce moment, les réserves des pays sont obtenues par agrégat,
des réserves publiées par les opérateurs du pays. Mais là, il y a des opérateurs, du coup, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de retracer les réserves à partir de tout ce qui a été déclaré par les opérateurs individuellement? Parce que vous avez plein de pays dans lesquels les opérateurs n'ont qu'une partie de l'exploitation. Par exemple, en Arabie Saoudite, l'opérateur qui contrôle l'exploitation pétrolière du pays, c'est Saudi Aramco. Saudi Aramco n'a à peu près aucun gisement partagé avec un opérateur international. Donc ce système ne marche que dans les pays dans lesquels la totalité ou la quasi-totalité des gisements sont opérés ou partagés avec un opérateur international. Et ça ne concerne pas typiquement les pays du Golfe, pour l'essentiel. Oui. Les quotas, qui est-ce qui les fixe? L'OPEP. Donc, il y a un jeu qui est, les gens se réunissent et puis ils disent toi tant, toi tant, toi tant, toi tant. Alors en fait, c'est toi tant au prorata des réserves prouvées, donc qui fixe les quotas? Les pays eux-mêmes, une fois qu'ils ont déclaré des réserves prouvées. C'est probablement la raison, soit dit en passant, pour laquelle ce truc-là ne baisse pas. Parce que baisser ces réserves prouvées, c'est automatiquement baisser sa part revendiquée dans la production de l'ensemble. La manière dont ça se passe, c'est que l'OPEP fixe un quota global. Donc l'OPEP dit, je vais alimenter le marché à hauteur de 30 millions de barils par jour. Et une fois que l'OPEP a dit c'est 30 millions pour la totalité, à ce moment entre en jeu la répartition au prorata des réserves prouvées. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc d'abord collégialement, l'OPEP dit ça sera 30, 31, 29, 28, 42. Et ensuite, ils se répartissent ça au sein des pays avec les réserves de chacun. C'est dans ce sens-là que ça marche. Alors, une fois que j'ai additionné les réserves avancées par, ou inventoriées au titre de chaque pays, voilà ce que ça donne. Donc, c'est quand même merveilleux. Depuis qu'on a commencé à faire sortir du pétrole de terre, jamais les réserves prouvées n'ont baissé. C'est quand même un truc merveilleux. Voilà, donc une autre manière de dire ça, et vous allez confronter ça après à ce que je vais vous montrer sur un statement, une déclaration de l'Agence internationale de l'énergie qui date d'il y a quelques mois, et vous verrez que ça pose quand même question. Donc ça, c'est le contre-choc et le Moyen-Orient qui augmente fortement. Ça, c'est la découverte des sables bitumineux au Canada, mais c'est la grosse baignoire avec un tout petit robinet dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est la découverte des extra-lourds au Venezuela, c'est une autre grosse baignoire avec un tout petit robinet. Quand vous regardez les réserves estimées, donc là, c'est des experts du secteur qui disent voilà ce qu'ils ont à peu près ou ce que je reconstitue, etc. Vous voyez que la première compagnie internationale qui figure dans ce classement, c'est Exxon qui est là. Toutes les autres, c'est des compagnies nationales auxquelles on a attribué les réserves de leur pays, mais dit autrement, vous voyez que l'essentiel des réserves prouvées détenues dans le monde sont des réserves prouvées détenues par des opérateurs nationaux de pays dans lesquels il n'y a pas un libre accès aux champs pétroliers juste avec une question d'argent. Et les réserves qui sont déclarées par les opérateurs pétroliers cotés en bourse, en fait, c'est une toute petite partie. Là, International Oil Companies, c'est une toute petite partie de ce qui est détenu